Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Dans ce beau château vivait la plus belle des reines. Il ne manquait qu'une chose à son bonheur, c'était d'avoir un jour une jolie petite fille. Par une soirée d'hiver, alors que la reine cousait à la fenêtre, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. « Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. » Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelque temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi parti loin du château, elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Le miroir répondit « Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, je pensais que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte.
Tout était tout petit dans la maison, et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les 7 nains à qui appartenait la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée, et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrai éclaircir ce mystère, dit Dormeur en bâillant. Les 7 nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les 14 yeux des 7 nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je ne voulais rien faire de mal. » Ça ne fait aucun doute, parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous, répondit Prof, et il les présenta tous. Nous sommes les 7 nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Atchoum, Timide, et moi je suis Prof pour vous servir. Et lui, là-bas, c'est Dormeur. Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré 7 nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Les 7 nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Alors le miroir répondit « Eh bien, je suis désolé, Majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes, ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux 7 nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. « Et surtout n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. » « C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. » Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les 7 nains de sitôt. « Qui est là? Prof, est-ce que c'est déjà vous? » Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. « Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. » En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. « Ah, merci, charmant enfant. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là.
Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras, à la première bouchée, tu te sentiras au paradis. Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les 7 nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les 7 nains vécurent heureux pour toujours. La petite sirène. Il y avait dans l'océan, très loin dans les profondeurs, un monde que personne ne connaissait et où vivaient les plus grandes baleines, les dauphins les plus heureux et des animaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde si profond que même la lumière ne pouvait y parvenir. Dans le royaume du fond des mers, le peuple de l'océan vivait en paix avec toutes les créatures du fond de l'eau. Le roi de l'océan, qui vivait dans le château du fond des mers avec sa mère et ses 6 filles, régnait sur les eaux. Le roi de l'océan aimait ses filles plus que tout au monde. Sa plus grande crainte était que les humains qui vivaient au-dessus de l'eau ne leur fassent du mal. C'est pourquoi il interdisait à ses filles de nager à la surface sans sa permission. Les humains qui vivent sur les terres au-dessus de l'eau sont mauvais. Pourquoi les humains sont-ils mauvais, père ? Demanda la petite sirène. Parce qu'ils ne font que polluer les océans et qu'ils détruisent tout ce qui vit dans la mer. La petite sirène était très intriguée par la vie au-dessus de l'eau, et particulièrement par les humains. Les récits que lui en faisaient ses sœurs ne lui suffisaient pas. Sa grand-mère ne cessait de la mettre en garde contre les humains. Mais elle ne pouvait se résoudre à attendre d'être assez grande pour pouvoir enfin, comme ses sœurs, porter une couronne et nager au-dessus de l'eau. En regardant ses sœurs s'éloigner vers la surface, la petite sirène imagina un plan pour s'échapper du royaume du fond des mers. Elle emmena son ami le dauphin avec elle et alla voir la grande baleine, parce que la grande baleine pouvait sortir du royaume quand elle le voulait. Elle lui raconta le plan qu'elle avait imaginé. Au début, la grande baleine n'était pas d'accord, car elle craignait de fâcher le roi.
Mais quand elle vit la petite sirène si triste, elle décida de l'aider. La grande baleine bleue et le dauphin nagèrent jusqu'aux portes du royaume. En voyant la baleine, les gardes ouvrirent les portes immédiatement. La baleine géante et son ami le dauphin passèrent les portes sans encombre. Quand elle fut assez loin pour ne pas être vue, la baleine ouvrit son énorme bouche et laissa sortir la petite sirène. Avec l'aide de la baleine, Ariel, la petite sirène, nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois, elle put admirer le ciel bleu et sentir la brise sur son visage. C'est merveilleux! Oh! Juste au même moment, Ariel entendit de la musique. Quand elle essaya de trouver d'où cela venait, elle aperçut un bateau un peu plus loin. C'était la première fois qu'elle en voyait un. C'est ça un bateau? Allons voir de plus près! Son ami le dauphin essaya de la dissuader d'approcher, mais elle était déjà partie. Elle fila aussi vite qu'elle put vers le bateau. Ce bateau appartenait à un roi. Le roi organisait une fête pour l'anniversaire de son fils, le prince Éric. Il souhaitait que son fils se marie le plus vite possible. C'est pourquoi toutes les jeunes filles à marier avaient été invitées. « C'est un prince !» « Mais c'est un humain !» avertit le dauphin. Ariel, de sa belle voix, accompagna la mélodie que le prince jouait à la flûte. Le prince l'entendit et chercha d'où venait cette voix si charmante. « Attention, petite sirène, il risque de te voir !» lui dit le dauphin. La petite sirène plongea dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, dans le royaume du fond des mers, la sorcière voyait tout ce qui se passait à travers sa boule de cristal. Enfin, ce jour est arrivé. La fille du roi de l'océan avec un humain. Que le tonnerre gronde, que le vent souffle et que la tempête éclate. Quand la sorcière lança son sort, des vagues géantes apparurent de nulle part. Ne pouvant les surmonter, le bateau du prince commença à dériver vers les rochers. La petite sirène était très inquiète de voir le bateau pris dans la tempête. Le bateau va finir par chavirer, nous devons aller l'aider. La petite sirène plongea dans l'eau pour rejoindre le bateau qui coulait. En nageant au milieu des débris, elle trouva d'abord la flûte du prince. Puis elle aperçut le prince inconscient qui était en train de couler au fond de l'eau. Elle le ramena à la surface et le déposa sur la rive. « Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi !» Le prince revint doucement à lui et ouvrit les yeux. « Vous êtes vivant !» s'exclama la petite sirène avec joie. Mais quand elle entendit des chiens aboyer au loin, elle réalisa soudainement où elle était et replongea rapidement dans l'eau en laissant le prince. Un des hommes de sa suite s'approcha du prince avec une des prétendantes. « Une jeune fille m'a sauvé des eaux. Sa voix m'est familière, j'ai l'impression de la connaître. C'est la voix la plus belle que j'ai entendue. » La petite sirène retourna dans le royaume du fond des mers. Elle tenait toujours la flûte du prince dans sa main et ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À cet instant, le roi de l'océan arriva et vit la flûte dans la main d'Ariel. Il comprit aussitôt que c'était la flûte d'un humain. « Nous avons des règles, et je veux que tout le monde y obéisse, en particulier mes enfants. C'est vrai que tu as sauvé un humain de la noyade ? » « J'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort. » répondit Ariel. « Allons, ça suffit. Les humains répandent le mal. Les relations entre le monde des humains et celui de l'océan sont interdites. » Dans un grand accès de colère,
Le roi de l'océan claqua la porte. Mais la petite sirène n'avait pas l'intention d'abandonner. Ariel alla trouver Naga, la sorcière de la mer, et lui demanda de l'aider. Naga accepta, mais elle exigea quelque chose en échange. Quelque chose de très précieux. Je vais faire une potion qui te transformera en humaine. Tu pourras marcher et danser sur tes 2 pieds. Mais en échange, tu devras me donner ta belle voix. Donner ma voix? Mais sans ma voix, je... N'ayant pas d'autre choix, la petite sirène accepta les conditions de la sorcière. Elle était prête à tout pour revoir le prince. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Sur ces dernières paroles, la petite sirène but la potion. Tandis qu'Ariel nageait vers la surface, sa queue disparut pour laisser la place à 2 jambes. Avec l'aide du dauphin, la petite sirène parvint jusqu'au rivage. Alors qu'il contemplait les débris de son bateau depuis le château, le prince aperçut la belle jeune fille aux cheveux rouges et courut vers elle. Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés? Mais oui, oui, bien sûr que oui. Ariel ne pouvait pas parler, mais elle tendit sa flûte au prince. Alors le prince rejoua la mélodie qu'il avait jouée sur le bateau. Ariel lui fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle reconnaissait la mélodie. Je vous ai vu quand je jouais cet air sur le pont. Je vous ai entendu. Et puis, vous m'avez sauvé de la noyade. Je vous ai cherché. Le prince était certain que c'était Ariel qui l'avait sauvé, mais celle dont il se souvenait était une sirène et avait une belle voix. Ariel essaya de parler, mais elle était devenue muette. J'ai cru que vous étiez une sirène. Soudain, le prince commença à penser qu'il ne s'agissait pas de celle qu'il avait sauvée. Mais il était touché par cette pauvre jeune fille et décida de l'aider. Il l'emmena donc dans son château. De son côté, le roi ordonna qu'on prépare immédiatement la noce. Il voulait marier son fils à une des prétendantes qui était sur le bateau. La pauvre petite sirène assistait aux préparatifs sans rien pouvoir faire. Sans sa voix, elle n'avait aucun moyen de convaincre le prince. Elle se rappela les mots de la sorcière. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Les 2 premières journées passèrent bien vite, et le 3e jour arriva. Ce jour-là, le roi et la reine s'apprêtaient à marier leur fils à la princesse du royaume voisin. La pauvre Ariel ne pouvait expliquer au prince qu'elle était bien la petite sirène qu'il cherchait. Et le prince commençait à croire que tout ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le seul espoir d'Ariel était son grand amour pour lui. Le soleil était sur le point de se lever pour la 4e fois, et Ariel versait de tristes larmes. C'est alors qu'il arriva une chose inattendue. Ses sœurs apparurent près du rivage, suivies de leur grand-mère. Elles venaient pour l'aider. « Ma chère petite fille, ne t'en fais pas, nous sommes venus mettre fin au mauvais sort de la sorcière. » Ariel était très heureuse, mais ne voyait pas comment elle pouvait lui venir en aide. C'est alors que son père, le roi de l'océan, apparut hors de l'eau. Son cœur ne pouvait supporter le chagrin de sa fille, et il comprit que rien ne pouvait s'opposer au véritable amour. Ariel, ma chère fille, ce que je désire le plus au monde, c'est ton bonheur. Va le retrouver. Le roi de l'océan dirigea son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère et dans lequel la voix d'Ariel était enfermée. Et la voix d'Ariel fut enfin libérée. Ma voix! Merci, père, merci, grand-mère. Je vous aime tous tellement fort.
Sur le dos de son amie la grande baleine, elle rejoignit le bateau aussi vite qu'elle le put. Alors que le prince et la princesse s'approchaient de l'autel pour prononcer leurs vœux, le prince s'arrêta net. Il avait reconnu la belle voix de la petite sirène. Quand il vit la sirène venir à lui sur le dos de la baleine, il sauta dans l'eau sans hésiter. Je savais que c'était toi. Grâce à sa famille et à ses amis, Ariel avait enfin retrouvé sa voix et son prince. Elle n'était plus une sirène. Elle continua sa vie parmi les humains. Ariel et le prince vécurent heureux pour toujours, répandant l'amour, la paix et l'amitié sur la terre comme sur la mer. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante jeune fille au grand cœur. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme cruelle, qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. La marâtre et ses filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table. » Allez, tu n'as rien à faire avec nous. Oups, ma tasse est tombée. Ramasse-la et nettoie. Allez! Pendant que les 2 sœurs sortaient pour aller s'amuser, elle devait rester à la maison pour s'occuper des tâches les plus ingrates. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon, car quand elle était fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée, son chat sur les genoux, pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un beau matin, la famille reçut une invitation en provenance du palais. Un grand bal sera donné ce soir au palais en l'honneur du prince. Toutes les jeunes filles à marier y sont invitées. La belle-mère commença à préparer ses filles pour le bal, et Cendrillon fut obligée de les aider. Vous devez être les plus belles jeunes filles du bal ce soir. Vous devez absolument plaire au prince. Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées, après tout. Vraiment? Et tu comptes te rendre au bal du palais habillée comme ça, peut-être? Le moment du bal venu, restée seule à la maison, Cendrillon ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Au même moment, une vive lumière éclaira soudain la cheminée, et au travers de cette lumière, une belle fée apparut. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, car cette fée n'était autre que sa mère. Oh, mère! Bonjour, Trésor. Je suis venue t'apporter mon aide. Toi aussi, tu vas pouvoir aller au bal du palais. Vraiment? Mais comment? Mais voyons, grâce à mon aide. Va au jardin et rapporte-moi la plus grosse citrouille que tu peux. Et toi, petit chat, va vite m'attraper cette belle souris. D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle dirigea sa baguette vers les souris. La première fut instantanément changée en cocher. Les 6 autres devinrent 6 beaux chevaux blancs. Et à ton tour maintenant. J'ai l'air d'une vraie princesse. Mais mère, je ne sais pas danser, et si jamais le prince m'invitait, de quoi est-ce que j'aurais l'air? Ne t'en fais pas, ma chérie. Avec ces souliers magiques, tu seras la meilleure danseuse de tout le bal. Il faut que tu danses avec le prince. Mais surtout, n'oublie pas, mon ange. Au 12e coup de minuit, la magie disparaîtra. Tu dois absolument quitter le bal avant que minuit sonne. Oh, merci, merci, mère, c'est tellement merveilleux. Je serai rentrée avant minuit, je vous le promets. Mère, est-ce que nous nous referrons? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor.
Quand Cendrillon arriva au palais, si belle et si élégante, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Même ses méchantes sœurs ne purent la reconnaître. Et bien sûr, le beau prince fut immédiatement subjugué par sa beauté. Le roi et la reine aussi furent charmés par Cendrillon. Quelle charmante jeune fille! Voilà ce que j'appelle une princesse digne de ce nom. Le prince invita aussitôt Cendrillon à danser. Grâce à ses souliers magiques, la jeune fille flottait littéralement sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles restaient sans voix devant sa beauté, qui les rendait folles de jalousie. Cendrillon était si heureuse qu'elle ne voyait plus le temps passer. Si bien qu'elle oublia complètement la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Soudain, elle aperçut l'horloge qui était sur le mur. Il était presque minuit. Abandonnant le prince sur place, elle s'enfuit alors en courant. Mais alors qu'elle dévalait les escaliers du palais, elle perdit une de ses chaussures magiques. Malheureusement, elle n'avait plus le temps de revenir sur ses pas pour la récupérer. Le prince, qui courait derrière elle, trouva la chaussure sur une marche et la ramassa. Trouvez la jeune fille à qui appartient cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la moi. Les gardes du palais parcoururent tout le pays, frappèrent à toutes les portes et firent essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon, où les deux filles de la belle-mère essayèrent la chaussure. Mais poussez plus fort, enfin, ça va rentrer! Mais oui, voyons, ma fille a les pieds un peu gonflés en ce moment, la fatigue sûrement. Mais le soulier n'allait à aucune des deux filles. Heureusement, le capitaine des gardes s'était rendu compte qu'il y avait une troisième jeune fille dans la maison. Il y a une autre jeune fille ici. À peine Cendrillon eut-elle mis le pied dans la chaussure, les gardes furent convaincus que c'était bien la sienne, car elle lui allait parfaitement. Je vais vous demander de nous accompagner au palais, jeune dame. Notre prince vous y attend. Les gardes conduisirent donc Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut aussitôt. Il était tellement heureux de la revoir. Il s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage. Princesse, voulez-vous m'épouser? Cendrillon, ravi, accepta sans hésiter la demande du prince. Et ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Mais comment se fait-il que ma chaussure n'ait rien perdu de sa magie? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Mais bien sûr, oh mère, tu as toujours été là.